elle met en... Pourquoi ça marche pas? J'arrive pas à le mettre. Voilà. Oui, non. Voilà. Justement, elle met en lumière un questionnement que je vais aborder maintenant, qui est la programmation génétique par opposition à l'algorithmique génétique. Et c'est exactement ce dont vous avez discuté. C'est-à-dire, bon, je vous parle d'un système qui n'est pas si loin du tien, qui s'appelle Tierra, qui est un système de programmation génétique. Là encore, j'insiste toujours sur les dates, parce qu'on va essayer de comprendre aussi pourquoi quelque chose qui a 20 ans n'a pas vraiment tenu et qu'est-ce qu'on en attend. Hein. Là encore, c'est 20 ans. Hein, ça a été créé par Thomas Ray, qui avait imaginé un univers virtuel, donc, effectivement, avec des créatures. Alors, c'était pas du tout comme un automate cellulaire et tout. D'ailleurs, on voyait rien, c'était juste des datas qui s'affichaient à l'écran, c'était assez sinistre. Là, vous avez un artiste qui a essayé de rendre de manière physique à quoi ressemblait l'univers Tierra, mais c'est une création purement artistique. Hein. C'est-à-dire, en fait, c'était donc des espèces de vers, de virus, qui se reproduisaient et mutaient. Et qui étaient en compétition pour la seule ressource, à son avis, authentique à l'intérieur d'un système de vie artificielle, c'est-à-dire le temps de calcul. Autrement dit, plus un virus se répliquait, plus il utilisait de temps de calcul, et moins les autres utilisaient de temps de calcul, et ceux qui n'utilisaient bien sûr aucun temps de calcul, eh bien, ils étaient morts. Et donc, il a créé un système comme ça, et il a eu la surprise, alors c'est intéressant parce que, comme je vous dis, c'est pas du tout visuel, Tierra, donc c'est de l'interprétation qu'il donnait, mais il a commencé à voir des espèces de comportements entre ces différents virus, ces différents vers, qui se rapprochaient du vivant, par exemple des relations de prédateur-proie, des relations de type parasitage, et même, dit-il, à un moment, ces créatures ont inventé le sexe. C'est-à-dire qu'il avait tourné la mutation, il a mis la mutation sur off, et il a eu la surprise de voir que certains des vers étaient capables d'aller piquer du code à un vers voisin en sens occupant la mémoire centrale, hein, je vous rappelle, il n'y a pas d'espace, pour effectivement créer des répliques de lui-même ou se reproduire, etc. Donc il affirmait comme ça qu'effectivement, avec Tierra, il commençait à voir apparaître donc des comportements proches du vivant. Alors le système de Tierra est au-dessus, je dirais en termes de complexité, des systèmes comme le Game of Life. Le Game of Life, c'est pas du vivant, du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune caractéristique du vivant, c'est un jeu mathématique où il héberge des choses. Dans Tierra, on reconnaît quand même qu'il y a des génomes, qui sont donc donc c'est assez proche de ton système. Hein. On reconnaît qu'il y a des génomes, on reconnaît qu'ils peuvent muter, et donc on calcule l'évolution. Mais comme il dit, et c'est là qu'il parle de programmation génétique, justement, ça reprend exactement votre discussion, c'est que effectivement, il n'y a pas de fitness function extérieure. Une fitness function en algorithmique génétique, c'est de dire, bon, bah, par exemple, je lance, comme j'ai fait pour les animaux tout à l'heure, comme faisait Carl Sims, je lance des créatures et c'est celle qui va se déplacer le plus vite que je vais sélectionner, c'est celle qui va consommer le plus de choses, etc. Là, il dit, je lance et je vois ce qui émerge. Donc il y a encore cette logique de l'émergence, c'est-à-dire, en fait, on voit ce qui se passe. Et alors, il affirmait que pourrait y avoir quelque chose de technologique là-dedans. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des progrès technologiques avec ça. Et comment est-ce qu'il... pourquoi il imaginait ça? Parce qu'il avait constaté qu'une de ces créatures était capable de compresser des données suivant un algorithme qui n'existait pas, qui s'était créé spontanément. Et donc il a écrit un texte en 1996, où il imaginait, c'est un biologiste, hein, Thomas Ray, où il proposait deux réserves. Une réserve de faune et de flore au Costa Rica, assez classique, et une réserve virtuelle dans un monde virtuel qui serait le monde de Tierra Network. Et il imaginait qu'effectivement, dans ce monde, il y aurait des algorithmes qui se créeraient spontanément, justement parce qu'il n'y a pas de fonction de fitness, il n'y a pas de but. Donc, il y a des algorithmes qui peuvent se créer, de reconnaissance des formes, de choses comme ça, et qu'il suffirait en fait de les extraire. Donc, en quelque part, vous auriez des chasseurs d'animaux virtuels qui se diraient, tiens, celui-là, il a un comportement intéressant, donc ils vont le capturer, c'est-à-dire qu'ils vont lui piquer son code, et ensuite ils verraient comment est-ce qu'il pourrait adapter ce code à un logiciel commercial, etc.
Bon, donc il avait lancé le programme Tira Network. Alors pourquoi Tira Network? C'était 96, c'était les débuts de l'Internet. Et il avait constaté que son programme Tira, bon, il faisait des trucs sympas, qu'il avait inventé le sexe, tout ça, mais que quelque part, il y avait un saut de complexité qui n'était pas fait. Et ça, c'est un des vrais problèmes de la vie artificielle, d'ailleurs, c'est que finalement, il n'y a pas de saut de complexité très important. Et donc, il s'est dit, peut-être c'est parce qu'en fait, il n'y a pas un écosystème assez varié, donc les gens auront des machines où ils auront leur petit espace Tira, et les créatures vogueront d'une machine à une autre et donc se développeront dans des écosystèmes différents. Donc c'était des machines virtuelles, ce qu'on appelle des machines virtuelles, c'est-à-dire des machines qui fonctionnent sur un système qui n'est pas celui du système d'exploitation de votre machine même, hein, Java, c'est une machine virtuelle, et qui se déplacerait comme ça d'ordinateur en ordinateur. Alors, bon, au début, bon, on se dit, ouais, bon, finalement, on a un petit peu l'habitude de ça. À l'époque, il y a quand même eu un effet de panique chez un certain public en disant ce type va faire envahir l'Internet, qui était donc à ses débuts, par des virus. Et il a dû, pour rassurer les gens, engager l'espèce de super flic dont j'ai oublié le nom, qui avait fait arrêter Kevin Mitnick, un grand hacker de l'époque, etc., pour rassurer la population sur le fait que Tira Network ne détruirait pas l'Internet naissant. Mais effectivement, l'idée était intéressante. Bon, ce qui s'est passé comme toujours, c'est pas de fonds, pas d'argent, pas de suivi, et l'expérience est tombée. Alors maintenant, on va rentrer dans une autre catégorie de réflexion un peu plus longue, qui sont les systèmes multi-agents. C'est un peu le degré au-dessus des automates cellulaires. C'est encore un système d'émergence. Est-ce que tout le monde connaît? On en a vu un tout à l'heure, de système multi-agent avec la swarm robotique. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le swarm, effectivement. C'est-à-dire, vous avez des dizaines, des centaines d'agents. Ouais. Le swarm en français, c'est essaim. Essaim, oui. Donc, un essaim d'abeilles, par exemple. C'est un swarm, exactement. D'accord. Ouais. Ça se comporte vraiment de la même manière, je veux dire, c'est comparable, vous trouvez, les comportements d'un essaim d'abeilles et des robots tout à l'heure, par exemple? Les robots tout à l'heure, le problème, c'est que justement, bon, c'est pour ça que moi je vous montrais du logiciel, hein. Les robots tout à l'heure, c'est des robots, je dirais, qui commencent. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, la robotique en swarm, elle a déjà un problème, c'est que les robots coûtent. Ils coûtent de l'argent. C'est la coopération entre des robots, voilà. Plein de petits robots, et pas... Voilà, c'est l'idée qu'il n'y a pas de patron central. Mais c'est vrai que jusqu'ici, chaque petit robot qu'on a vu, bon ben ça on en parlerai si vous voulez, chaque petit robot qu'on a vu coûtait quand même une certaine somme, donc la robotique en swarm, c'est souvent 10-12 robots. En tête, c'était plus les comportements. Comment? Je trouvais que les comportements étaient tout à fait comparables. Disons que surtout les swarm humanoïdes de Dorigo, en plus ils sont un petit peu chacun spécialisé, hein, il y a celui qui monte, etc. En théorie, ça devrait être beaucoup plus homogène, mais ça on va le voir aussi tout à l'heure. Hein. Bon, la robotique en soi. Bon, maintenant, ceci dit, les petits robots en question, ils coûtent $12 maintenant. Donc c'est tombé. Il y a plus proche avec les termites. En gros, il y a les termites qui construisent des bâtiments, des structures un peu particulières, et il y a des robots termites qui ont été créés par une université de recherche de la part, je crois. Ces robots se comportent tous de la même manière, et plus c'est la nuage, plus c'est un Ceci dit, bon, je vais en parler, mais pour revenir aux essaims d'abeilles, il y a encore beaucoup de... Je vais parler des fourmis, des termites et tout ça maintenant. Il y a encore beaucoup de mystères sur lesquels il ne faut pas passer, parce qu'effectivement, ce dont je vais vous parler, c'est de systèmes logiciels très simples. Or, il semble que les abeilles, notamment, soient beaucoup moins bêtes individuellement qu'on ne le pense. Donc, ça, c'est... bon, ça, j'aborde pas. Mais c'est peut-être une limite à ces systèmes qu'il faudrait établir, parce que maintenant on est en train de revenir sur l'intelligence à petite échelle, alors qu'il y a encore quelques années on pensait qu'il n'y avait rien dans le cerveau d'abeille ou de fourmi. C'est pas le cas. Hein. Mais bon, c'est un autre sujet. Alors les systèmes multi-agents, qu'est-ce que c'est? Ça va nous permettre de faire, bon je dirais pas du do-it-yourself parce qu'on ne va pas rentrer dans le code, mais de voir un peu comment ça marche. Alors un système multi-agent c'est quoi?
effectivement, l'exemple type, c'est un essaim d'abeilles. L'idée d'un système multi-agent, c'est un système où il y a un grand nombre d'agents, comme son nom l'indique, et de l'interaction entre ces agents naissent des comportements émergents, c'est-à-dire effectivement qui n'étaient pas prévus et qui n'étaient pas prévisibles au départ. Alors ce qu'il y a d'intéressant avec les systèmes multi-agents, c'est qu'effectivement ça touche beaucoup au vivant, mais ça touche aussi à la sociologie, à la psychologie, à la physique, etc. Et on va en voir quelques exemples. Je vais vous montrer un programme qui est assez simple, qui s'appelle NetLogo. Mais avant, je vais revenir à quelque chose d'autre. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est les équations qui permettent de comprendre un système prédateur-proie en écologie. Alors, je ne sais pas pour vous, parce qu'il y a parmi vous certainement des scientifiques de haut niveau. Pour moi, ça serait du sumérien, ça serait pareil. C'est quelque chose qui m'échappe totalement. C'est-à-dire, je craque déjà à la première lettre. Je sais déjà plus ce que ça veut dire. Donc, ça, c'est le langage mathématique. C'est ça qu'on utilise le plus souvent pour décrire des systèmes complexes aujourd'hui en sciences. C'est ce qu'on appelle les équations différentielles. C'est complexe, c'est pas complet en réalité. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui ne vous donne que le résultat, mais vous ne comprenez pas pourquoi ça fonctionne. Vous ne comprenez pas le mécanisme, vous ne savez pas exactement ce qui se passe pour que ça donne ce résultat. Et comme je disais, c'est quelque chose qui est très complexe. Et alors, je vais vous citer, je vous ai parlé tout à l'heure de Stephen Wolfram, de Charles Babbage et de Isaac Newton. Et là, je vais vous citer un autre gars, d'ailleurs c'est à lui que j'ai piqué la formule, hein, parce que sinon moi je serais incapable de l'écrire, qui s'appelle Uri Wilonsky, qui est le créateur du programme NetLogo, et qui compare la situation d'aujourd'hui avec les mathématiques à la situation de l'arithmétique à l'époque des chiffres romains. Non pas dans l'Antiquité, mais jusqu'à assez tard en Occident, jusqu'à la Renaissance et même, je crois, jusqu'au XVIIe siècle, on utilisait encore beaucoup les chiffres romains. Vous savez que les chiffres romains, je ne sais pas si vous voyez, c'est extrêmement compliqué de faire une multiplication, par exemple, avec des chiffres romains. Il faut que vous soyez un expert, un professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, le langage des chiffres romains était tel que ceux qui étaient capables de les manipuler avaient une formation dans ce sens. Et en plus, la structure des institutions était telle que les chiffres romains étaient le langage officiel des mathématiques. Et Wilonsky raconte que vers la Renaissance, les marchands de l'époque avaient 2 livres de compte. Ils avaient leur livre de compte en chiffres arabes, avec lequel ils faisaient les calculs, parce que c'était beaucoup plus facile. Et il y avait le livre de compte officiel qui présentait aux impôts, qui était en chiffres romains, qu'ils avaient traduit de leurs calculs en chiffres arabes.